Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Capitale Santé. La drépanocytose, maladie génétique la plus répandue dans le monde, continue de bouleverser des millions de vies, en particulier en Afrique. Mais au-delà de la douleur et des crises récurrentes, un nouvel horizon s'ouvre, celui de la recherche scientifique. Avancée médicale, espoir de guérison et surtout thérapie génique, une piste révolutionnaire qui pourrait changer le destin de nombreux patients. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Dr Constant Vaudouret. Il est docteur en pharmacologie et biologie cellulaire, président de la Fondation Doris, engagée pour la lutte, bien sûr, contre la drépanocytose. Il va nous éclairer sur les progrès et les défis de la science face à cette maladie. Docteur, bonjour. Bonjour. Avant de revenir à vous, nous allons suivre ce récit qui nous rappelle brièvement ce qu'il faut retenir de ce mal. La drépanocytose, un mot qui désigne une maladie silencieuse qui touche pourtant des millions de personnes dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne où elle est la maladie génétique la plus répandue. Au Bénin, on estime qu'un enfant sur 100 naît avec cette affection. Partout sur le continent, elle est responsable de centaines de milliers de décès chaque année, souvent chez les enfants de moins de 5 ans. Chez une personne drépanocytaire, les globules rouges sont déformés. Ils prennent la forme d'un croissant, d'une faucille, et au lieu de circuler librement dans les vaisseaux sanguins, ils s'y coincent, s'y agglutinent, bloquent la circulation. Le sang n'avance plus, l'oxygène n'arrive plus, et la douleur, elle, s'installe. Ce qu'on désigne par des crises vaso-occlusives. La drépanocytose n'est pas contagieuse, on ne l'attrape pas. On la reçoit de ses deux parents qui peuvent être porteurs sains sans même le savoir. C'est là toute la cruauté de cette maladie. Elle se transmet dans l'ombre, sans symptômes, sans signal d'alarme. Un père porteur, une mère porteuse et leur enfant peut naître avec la forme sévère de la maladie. C'est pourquoi le dépistage avant ou à la naissance est essentiel. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de traitement universel qui guérit définitivement la drépanocytose. La greffe de moelle osseuse peut dans certains cas apporter une guérison, mais elle reste rare, coûteuse et inaccessible pour la grande majorité des familles africaines. En revanche, une prise en charge précoce et régulière permet de vivre avec la maladie, de limiter les crises et de prévenir les complications. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. On dit aujourd'hui, docteur, que la recherche médicale est la meilleure source d'espoir pour les patients. Est-ce que vous le confirmez? Bien sûr, comme beaucoup d'autres maladies, la recherche médicale, d'abord scientifique, Voilà. puisque c'est ce qui se fait dans la science, recherche fondamentale, qui va aboutir à une recherche préclinique et après une recherche clinique qui va permettre de trouver de nouveaux médicaments. Alors, parlez-nous un peu alors des progrès les plus significatifs réalisés ces dernières années dans la prise en charge de la drépanocytose. Alors, la drépanocytose, comme vous le dites, a connu énormément de progrès, même si ce n'est pas toujours accessible à nos populations. Le progrès le plus évident concerne bien sûr une molécule qui s'appelle l'hydroxyurée, qui est utilisée aujourd'hui dans le monde entier, qui a montré des preuves assez significatives par rapport aux patients. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de progrès, même si c'est quelque chose qui date déjà de plusieurs années, même de décennies. Aujourd'hui, on en apprend de plus en plus de l'efficacité de cette molécule. Ça, c'est la première chose. Il faut dire que il y a 20 ans, il y avait très peu de sociétés pharmaceutiques qui s'intéressaient à la drépanocytose. Aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons plusieurs compagnies pharmaceutiques qui s'intéressent à la drépanocytose et qui développent des molécules. Dans les années, peut-être même les mois à venir, il y a beaucoup de médicaments qui seront de nouveau mis sur le marché
qui donne de l'espoir pour les patients. Alors, est-ce que ces approches thérapeutiques innovantes ou ces médicaments sont déjà accessibles aux patients? Le premier dont j'ai parlé est accessible, même s'il y a souvent des pénuries dans nos pays, il est assez accessible. Mais les autres médicaments qui sont développés, le coût est assez élevé. Lorsque vous avez des médicaments qui coûtent environ 7 000 € le mois par personne, ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'avantage dans les autres pays, et surtout à parler de la France, c'est qu'il y a... Alors, j'aime pas le terme gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a une offre de soins qui permet aux patients d'accéder aux soins, donc aux soins médicaux, tout ce qui concerne leur prise en charge. Alors, on entend plus parler de la greffe de moelle osseuse comme solution définitive contre la drépanocytose. Quelles en sont les chances de réussite? La greffe de moelle osseuse, c'est l'une des avancées les plus, on va dire, spectaculaires, dans la mesure où il y a deux types de greffes. Il y a le don de la moelle osseuse et il y a le don du sang du cordon. Lorsque nous abordons la partie sang du cordon, nous sommes à peu près à 97-98% de réussite. Ce qui est comparativement à toutes les autres greffes, voilà. Et si on parle de la moelle osseuse, on est autour de 95%, ce qui est aussi un chiffre énorme par rapport à ça. Et la guérison par rapport à ces deux types de greffes, la guérison est totale. Ah bon, donc ces greffes ne présentent aucune limite? Limite dans la mesure où peut-être la personne ne connaît pas une rémission totale de cette maladie. En général, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas de la rémission est totale. Par contre, il ne faut pas oublier que la greffe de moelle, c'est comme on change la machine qui fabrique les globules rouges. D'accord. Au niveau du génotype, du phénotype, la personne reste drépanocytaire. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le gène ne change pas. Ça veut dire que quelqu'un qui est SC, S-bêta-thalassémie ou SS, garde ses gènes. SS. Ce qui veut dire que quand cette personne voudra se marier, il faudra que la personne tienne compte de son conjoint ou de sa conjointe pour pouvoir se marier. Ah, d'accord. La personne produit des globules rouges normaux, mais génétiquement reste drépanocytaire. Cela veut dire qu'elle peut ne pas faire de crise, mais elle ne fera plus de crise. Elle ne fera plus du tout de crise, mais elle reste drépanocytaire. Au niveau génétique. Génétique, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que dans 10 années, la guérison totale de la drépanocytose serait possible? Elle est déjà possible, dans la mesure où toutes les personnes qui ont été greffées ont été guéries de la drépanocytose. Oui, mais est-ce que le gène peut changer? Est-ce que ça peut aller jusqu'à changer le caractère génétique de la maladie? Là, c'est un autre point de recherche. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ces éclaircissements. Nous allons marquer une petite pause pour aborder la seconde partie de notre émission. D'accord. Alors, dans cette seconde partie de l'émission, nous allons nous intéresser à la thérapie génique. C'est la nouvelle expression que nous retrouvons dans le jargon de la drépanocytose ces derniers jours. Alors, dites-nous de quoi il s'agit. Justement, quand vous parlez tout à l'heure de toucher le gène, ben là, on est au niveau du gène. Ah, d'accord. Ce n'est pas la machine qui fabrique, la moelle osseuse qui fabrique le globule rouge, qui est... Là, on touche le gène, c'est une modification de gène. Il faut dire que on prend le gène de la personne, c'est-à-dire on utilise des lentivirus. Alors, on va rentrer un peu dans des termes techniques. Un peu plus techniques. Oui. Il faut juste dire qu'on utilise des lentivirus qui ne sont plus actifs. On va les utiliser pour les injecter à la personne avec le bon gène.
Le gène a été corrigé, on injecte. Et à partir de ce moment, l'antivirus va se fixer quelque part sur le gène et produire maintenant les globules rouges qui sont normaux. En fait, ce qui se passe, vous savez que c'est l'hémoglobine qui est touchée. Oui. L'hémoglobine, c'est un produit de gène. C'est le produit de gène, c'est-à-dire que vous avez le gène qui va, à partir de où il y a le gène, il y a des... alors, si on veut l'utiliser, on va prendre des termes simples. Vous avez une recette de cuisine. Voilà. OK? Il y a quelqu'un qui va prendre cette recette et va lire la recette. Et les ingrédients, on utilise pour faire, si c'est un gâteau, une sauce, on va faire. Sauf que dans les ingrédients qu'il y a une modification. Donc la sauce ou le gâteau, c'est l'hémoglobine. Oui. Donc c'est le produit de la recette. D'accord? À partir du moment où, si on met du sel à la place du sucre ou quelque chose, le produit qu'on va obtenir n'est pas bon. Donc on va corriger cela avec les antivirus pour que le produit de gène, l'hémoglobine, soit normal et que les globules rouges soient normaux. Ouais. Ça, c'est la première partie. Il se fait que cette méthode a marché pour plusieurs patients, mais malheureusement, il y a eu des effets secondaires auxquels on ne s'attendait pas vraiment. C'est-à-dire que quelques patients ont développé le cancer. En fait, ce qui se passe, c'est que ces antivirus malheureusement se fixent sur ce qu'on appelle des proto-oncogènes. Proto, c'est-à-dire que ça aide, ce sont des gènes qui aident à développer le cancer. Étant donné qu'ils se fixent sur des proto-oncogènes, ils vont activer les gènes qui ont le cancer et ça va développer le cancer chez la personne. On a déjà eu des cas pour d'autres maladies avec ces mêmes virus, mais d'autres maladies, ça a très bien marché. Il y avait eu 6 patients qui ont fait les essais cliniques et 3 ont développé un cancer. On a dû arrêter. Et pour l'instant, par rapport à la drépanocytose, ces essais, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'antivirus et aussi les opérations sont arrêtées pour l'instant. Alors donc, ce n'est pas disponible pour que les patients puissent avoir accès à cela? Celui-là, non. Celui-là n'est plus Mais il y a eu le développement d'un autre. Alors parlez-nous de cela. C'est un secret médical? Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque ça a été approuvé aux États-Unis, en Angleterre. Ils appellent vous savez, l'ADN, donc notre génome, c'est comme une fermeture. Oui, okay? Éclair. Oui. Éclair. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé, on va parler en termes, Très simple. Ce qu'on appelle, c'est comme des ciseaux, qui iront, j'avais parlé tout à l'heure de modifier la recette. Oui, la recette, oui. Ils vont modifier, ils vont prendre des ciseaux pour couper la mauvaise partie et mettre la bonne partie. Vous voyez? C'est un peu plus compliqué. À partir de ce moment, à partir où ils mettent la partie, après on redonne à la personne son propre gène, donc il n'y a pas de problème de rejet, de tout. C'est la cellule ce sont les cellules de la personne qu'on lui réinjecte. Et puis, ça a fonctionné sur plusieurs patients. On n'a pas encore de recul nécessaire. Ça date de 2 ans. C'est très peu en médecine. Donc, ça date de 2 ans et plusieurs patients ont eu ça. Donc, c'est en cours. Ça commence pas à se généraliser un peu partout. Et mais comme j'ai dit, c'est pas accessible pour l'instant pour nos populations. Oui. Alors, parlez-nous un peu des difficultés. Il y a tellement de recherches qui se font. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face lors de ces recherches-là? Les difficultés sont nombreuses parce que la recherche a plusieurs, comme j'ai parlé de recherche préclinique, d'abord scientifique, après préclinique, clinique. Ce qu'on fait au niveau du laboratoire, ça peut changer après. On travaille sur le petit animal, après on va aborder l'animal supérieur. Si les choses vont toujours bien, on va progressivement aller vers l'être humain. Et on peut s'attendre à
dans des surprises. La recherche, c'est toujours une surprise. Il y a des choses auxquelles on est sûr, et puis les résultats ne sont pas pareils. Il y a des médicaments, par exemple, il y a plusieurs phases qui vont arriver en phase 3, donc la dernière phase avant, et puis tout s'effondre. Ce qu'on a espéré, ça n'arrive pas. Donc, beaucoup de dépenses, évidemment, c'est des milliers, des centaines de milliers d'argent qui, on va dire, s'évaporent parce que on n'a pas eu le résultat escompté. Alors, en termes de financement, est-ce que vous avez des apports? Est-ce que vous avez des soutiens particuliers? Le soutien par rapport à la recherche, il y a toujours les États. Si je prends l'exemple de la France, l'État finance la recherche. Et puis, il y a beaucoup d'autres organismes qui financent aussi la recherche. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, vraiment, pour les patients. Et aujourd'hui, si vous devez porter un message d'espoir à ces patients souffrant de la drépanocytose, qu'est-ce que vous leur direz? La première chose qui me vient à l'esprit, ne jamais abandonner. Je sais que c'est dur, très dur, mais il ne faut pas abandonner parce que ce qu'on dit, le découragement, c'est le début de la défaite. Donc, à partir du moment où on se dit je lâche tout, toutes les autres choses vont nous submerger. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, docteur. La drépanocytose n'est donc pas une fatalité. Les avancées médicales aujourd'hui préparent déjà les victoires de demain, si on peut le dire ainsi. Mais pour transformer l'espoir en réalité, la recherche doit être soutenue et rendue accessible à tous. Merci à notre invité, docteur Constant Rodouret, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacologie et biologie cellulaire, président de la fondation Doris, cette fondation engagée pour la lutte contre la drépanocytose. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.